Alors du coup, j'ai une première question pour vous deux, hein, vous répondez dans l'ordre que vous voulez, mais t'as abordé des thèmes, des termes, pardon, Kamel, t'as parlé d'intermédiaire, on a parlé d'API. Est-ce que vous pouvez nous décrire très rapidement qu'est-ce que c'est qu'un API ou qu'un principe actif? Je vais peut-être faire un petit peu le cadre global, puis après, vous verrez que Kamel est beaucoup plus expert techniquement que moi. Mhm. En fait, dans le médicament, deux grands produits. Il y a ce qu'on appelle le drug substance en anglais, qui est vraiment la partie active du médicament. Et puis après, on va engager ce drug substance dans une formulation, alors qui peut être un comprimé, qui peut être une gélule. Donc on a effectivement cette notion de drug product, et c'est les produits que vous achetez aujourd'hui chez votre pharmacien, et ça vous les connaissez bien. C'est des comprimés, des gélules, des seringues prêtes à injecter, des flacons. Et ce drug substance, on peut le faire de plusieurs façons. On peut le faire en chimie, et là, Kamel vous le développera très très bien. La chimie, ben, c'est une chaîne. Je vais aller jusqu'au produit G. Je vais partir du produit A, je vais le transformer une première fois, je vais isoler une poudre, je vais le transformer en B, je vais le transformer en C, et je vais faire 4 ou 5 étapes pour greffer, je dirais petit à petit, les différentes molécules, les différents groupements fonctionnels qui Mhm. vont donner la molécule finale. Ça, Un c'est de gros la Lego, chimie. en fait, ça, on va dire. Un gros Lego. Alors, le gros Lego, c'est les peptides et les oligonucléotides, Ah pour oui, ceux qui par connaissent. exemple. C'est un très Les gros Lego. peptides, bah, c'est des acides aminés, c'est du gros Lego. Donc, on va connecter les acides aminés les uns après les autres. Et c'est vraiment ce qu'on fait, hein. On Ouais. les met en solution les uns après les autres et on va les coller les uns les autres. Et puis, au bout d'un moment, on va mettre une terminaison, je dirais, pour rendre le produit stable. Donc, ça, c'est les peptides. Les oligonucléotides, on parle d'acides aminés. On parle je dirais, d'acide nucléique, pardon. Et on va faire, en fait, ces types de produits. Donc, on a la synthèse chimique, on a un petit peu le Lego, et puis on a une troisième partie qui va être la fermentation et la culture de cellules. Alors là, c'est un jeu qui est un petit peu différent. On va prendre une bactérie, on va prendre une cellule, ça peut être une cellule très élaborée, on va parler de cellule animale, on va lui donner à manger du sucre, et puis cette machine finalement biologique, elle a été designée pour sécréter un produit final qui est un principe actif. Donc finalement, le Mhm. truc merveilleux, c'est qu'on part de sucre et on arrive au produit fini et on va isoler ce produit fini. Donc, c'est tout ce qu'on va faire en termes de fermentation. La fermentation, c'est les antibiotiques, hein, c'est les antibiotiques qu'on prend tous, Oui. l'érythromycine, les dérivés de la Oui, la pénicilline, pénicilline de Fleming et compagnie, on Ah parle de oui. ça, hein, l'acide, tout simplement. les céphalosporines, vous connaissez, qui sont des dérivés. Donc, quand on fait ces produits-là, on va mélanger les deux, on va faire un intermédiaire qui va contenir les fonctionnalités principales de la molécule, et on va greffer des fonctions dessus. Là, on parle d'hélicynthèse, c'est-à-dire qu'on fait un premier intermédiaire par fermentation, qu'on va transformer par chimie. Donc, on combine en fait les deux technologies. Mhm. Et puis, si on rentre dans le domaine de la biotech, là, on va arriver directement au produit fini, c'est-à-dire que les cellules vont nous permettre d'avoir le produit final. Alors, après, on a différentes contraintes pour les isoler. Quand on a des petites molécules qui ne sont pas trop sensibles, on va pouvoir utiliser, et Kamel vous le précisera, des solvants. Donc, ça va permettre de les nettoyer, de les purifier. Puis, quand on parle de produits de grosses molécules, c'est pas ce dont on va parler ce soir, mais je le dis simplement au départ, ben là, on ne pourra pas utiliser de solvant parce qu'effectivement, il y a une structure particulière sur ces molécules et l'utilisation de solvants dénaturerait la Oui. molécule. On les détruirait, ouais, Donc c'est ça, ça. c'est tout le panel en fait de ce qu'on peut faire en pharmacie. Et sur la partie API, ben, le principe actif pharmaceutique, je pense qu'on va se concentrer avec Kamel sur 2 technologies surtout, peut-être 3 avec les peptides et les oligos, mais c'est quand même vraiment quelque chose qui est à la marge. Et on va se concentrer sur la chimie, hein, c'est-à-dire véritablement comment on fait des produits par chimie. Et puis on pourra peut-être parler un petit peu aussi comment on fait quelques produits par fermentation. Et là, on parle de très gros réacteurs de 100-200 mètres cubes pour Mhm. faire souvent quelques centaines de kilos de produits. Et après, moi, ce que je vous propose, c'est que Kamel vous explique, vous allez voir, c'est un vrai expert, ce qu'est la chimie. Et il en a fait depuis des années. Kamel, Ah. je te laisse la parole. Oui, merci. Bon, du point de vue de la chimie, l'approche est relativement simple, hein. On utilise les grandes règles de la chimie, les grandes réactions de la chimie. Et on va chez un façonnier en général parce qu'il a la compétence pour faire les réactions souhaitées. D'accord? Et quand il y a des spécificités, on peut faire de la sous-traitance. Par exemple, si on a besoin d'hydrogéner à très haute pression, etc., on peut justement s'orienter vers des gens, vers des sociétés qui ont justement cette expertise. On travaille dans des réacteurs qui peuvent être soit en inox, deux types de réacteurs en général, hein, soit en inox, soit en émail, selon justement que l'on a des milieux qui sont acides. Par exemple, quand c'est acide, on essaie d'avoir un réacteur émaillé qui puisse résister.
On utilise donc les grandes réactions de la chimie, un Grignard par exemple, avec toute la difficulté que ça représente pour les gens qui sont un petit peu chimistes. C'est très difficile à démarrer à l'échelle de laboratoire. Je vous laisse imaginer le démarrage d'un Grignard dans un réacteur de 10 mètres cubes. C'est une partie C'est de ça. plaisir. Oui, C'est ce qu'on disait, c'est un gros TP en fait, hein. Donc déjà en TP, Ah c'est oui, compliqué à l'échelle labo, alors à l'échelle industrielle, ça peut être très très oui. compliqué. Alors pour les gens qui ont encore un petit souvenir, par exemple, des réactions de Grignard, où il faut d'abord les vague, prendre très en vague le main, souvenir. etc. Très très vague. On vous défie évidemment d'aller chauffer avec vos mains un réacteur de 10 mètres cubes. Mais de façon générale, on reçoit en général, quand on est un producteur, on reçoit une molécule cible Mhm. avec une voie de synthèse, mais qui n'a pas spécialement été travaillée pour l'industrie, qui émane de la drug discovery. Et il appartient aux développeurs, donc aux producteurs, d'essayer de trouver une méthode pour pouvoir la rendre industrialisable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire facile à transposer, avec un coût bien sûr maîtrisé, et dont on a évidemment déterminé tous les paramètres, c'est-à-dire obtenir la molécule avec les spécifications attendues, la faire le plus rapidement possible, et surtout aussi de satisfaire aux conditions de sécurité pour les personnes qui vont travailler sur ces réactions, parce que vous Mhm. imaginez évidemment le danger qu'il peut y avoir devant un réacteur de 10 mètres cubes. Ah oui. Alors ça, ça m'évoque une question tout de suite, parce que là, tu es en train déjà de nous dire comment ça se passe une synthèse. Donc en gros, c'est un TP de chimie, mais à l'échelle énorme. Oui, Euh, Comment on disait tout à l'heure, je vais poser des questions bêtes, mais on parlait d'intermédiaires et de plusieurs réactions successives. oui. On peut avoir plusieurs dizaines de réactions successives dans ces fameux réacteurs qui s'enchaînent les uns après les autres. Oui, on peut donner par exemple juste un petit chiffre pour justement que les gens comprennent. Vous pouvez avoir des réactions qui peuvent être évidemment, le nombre d'étapes peuvent être relativement importantes, surtout dans la chimie des sucres où on peut retrouver 20, 30, 40 étapes qui se succèdent. D'accord. Et si on se limite par exemple à 40 étapes et que chacune des étapes fait 80% de rendement, ce qui est quand même pas mal hein, au niveau du Oui, rendement oui, du oui. d'accord? Eh bien, je me suis amusé à faire un petit calcul tout à l'heure. Si on imagine une chaîne de 40 étapes, pour obtenir 1,3 kg de produit fini, il faut que vous partiez de 10 tonnes de produits de départ. Ah oui. Vous imaginez, avec un rendement de 80% pour chacune des étapes, hein. Donc, si vous descendez un tout petit peu, vous imaginez ce que vous pouvez récupérer à la fin. J'ai juste fait une Il est petite clair. ouais, juste faire une Oui, pardon. toute petite parenthèse rapide sur le prix du médicament, parce que c'était un de nos lives il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, quand on parle aussi du prix du médicament, je pense que là, ce que tu es en train de dire, Kamel, c'est aussi super important d'avoir en tête que quand on va avoir un comprimé de principe actif, où Mhm. on va avoir quelques milligrammes de principe actif, c'est vrai que les gens n'ont pas forcément en tête tous ces mécanismes qui font qu'il y a énormément de choses qui ne se retrouvent pas dans le produit final, mais qui ont été nécessaires pour produire le médicament et et qui ont un coût, qui peut avoir un coût très très important. Donc c'est bien, je pense aussi Oui, de le rappeler, ce point-là dans le coût du d'autant- médicament. c'est d'autant plus vrai que là, je suis passé directement à la phase de l'industrialisation, mais quand le produit, il y a toute l'étape évidemment de la drug discovery avec des années Ah oui, bien d'études. sûr. D'accord. Et puis, le développement qui est fait avant la production, où justement on repasse au laboratoire, on revoit toute la synthèse pour essayer de trouver les voies les plus courtes et qui soient, si possible, pas linéaires, mais consécutives, de manière à réduire les temps de production et limiter les risques. Si vous avez 40 étapes et que vous venez à détruire votre composé alors que vous êtes à la 36e étape et Ah oui. une étape dure à peu près une semaine, vous imaginez le nombre, ça représente pratiquement une année de travail, hein. Alors ça, c'est important ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en gros, les quantités sont plus importantes qu'un TP, mais les temps aussi. C'est-à-dire que c'est rare qu'on fasse un TP de chimie et qu'on mette 3 semaines à la fac derrière notre Non. paillasse. Bon, je fais des Tout à parallèles fait. un peu débiles, hein, tu vois, mais l'idée, c'est de se dire, en plus des quantités, on a aussi des temps de cycle qui peuvent être très, très, très longs en chimie, de l'API, quoi. C'est clair, avec un risque relativement important. Imaginez 40 étapes comme je viens de le dire à l'instant, et que vous arriviez à la 35e étape et que vous perdez votre produit parce que vous avez eu justement un incident particulier. Vous avez perdu la moitié de l'année justement à cette étape-là. Donc c'est coûteux, c'est long, et on ne peut pas justement se louper. Donc le propre justement du développeur, c'est aussi de ne pas avoir des réactions qui se suivent de façon linéaire, mais plutôt d'avoir des chaînes
d'accord? On peut travailler en parallèle sur plusieurs petits morceaux qu'on vient combiner à un moment donné pour Ah oui, d'accord. réduire le temps de fabrication et limiter les risques, hein. Les risques, oui, bien Oui, sûr. c'est pas une chaîne A, puis Linéaire. B, puis C, puis C1. C'est des bouts de Non, non, chaîne non, qui non, vont non. se retrouver à un moment pour faciliter Non, la. on va plutôt aller sur des blocs qu'on assemble, Ouais. effectivement, hein. C'est toujours un petit peu ce que disait Kamel. Donc, on a plusieurs chaînes qu'on mène bout à bout et qu'on assemble. Non, je pense pour aller dans le sens de ce que disait Kamel sur le temps de production, on peut aller d'un produit qui est en une étape et qu'on fait, on va dire, en une semaine, plus une semaine pour le contrôler et le libérer, à des produits qui vont prendre 2 ans. Hein, c'est-à-dire 2 années Oui. pratiquement, parce qu'on parle de 40 étapes de synthèse, on parle des sucres, on parle des corticostéroïdes, des hormones, des prostaglandines, de produits qui sont extrêmement élaborés, extrêmement complexes et qui prennent vraiment des durées de 40, 50 étapes. Alors bien souvent, comme le disait Kamel, sur des étapes qui ne sont pas linéaires mais qui sont ramifiées, de manière à ce qu'à la fin, on n'ait plus qu'à connecter les différents blocs entre eux. Un site de prod chimie, dans tous vos réacteurs, vous pouvez avoir plusieurs prods qui sont en parallèle dans tout l'atelier, avec un planning extrêmement complexe pour pouvoir gérer que tous ces blocs vont se réunir à un instant T par rapport à la demande client, etc. etc. Le planning Il y a un travail Ouais. de supply et excuse-moi de te couper là, mais on Ah, a un vas-y, vas-y. planning de supply, de logistique aussi, parce qu'il faut penser à toutes les matières premières. Je pense que Kamel en a un peu parlé, hein. La chimie, c'est des solvants, c'est des réactifs, c'est des sels, je dirais, c'est des acides, Eh c'est oui. des bases, hein. Je suis désolé, je reviens un peu au départ. Mais ce qui veut dire qu'en termes de planification, il y a un travail absolument colossal qui est fait. Et il n'est pas rare, hein, qu'une usine de principes actifs gère 500 ou 600 matières premières différentes si Ah on ouais. parle de très grosses usines. Donc c'est une logistique, vous imaginez, en termes de Ah, bah oui. magasinage, en termes c'est absolument colossal, de planification, d'approvisionnement. Alors en plus, quand vous avez des trucs sympas comme il nous arrive, comme le Covid ou la guerre en Ukraine, vous imaginez ce que notre vie est devenue en 2022. Hein. Ça veut dire effectivement qu'on commandait les principes actifs, enfin, ou les réactifs pour réaliser cette réaction des années et des Ah, années bah à oui. l'avance, Ouais. j'imagine, puisque... La manière de dérisquer aussi, hein, je pense. Alors, du coup, j'aurais envie de poser des questions à Kamel et Eric aussi, hein, pour toujours aborder qu'est-ce que c'est qu'un API, etc. Moi, quand je fais un TP, j'ai besoin d'un petit réacteur, d'une petite pipette, d'un petit Buchner, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous citer, en gros, déjà les grandes différences, on en a parlé un petit peu avec ce fameux TP de chimie, mais quels sont les grands types d'équipements qu'on peut utiliser? On parlait de réacteurs tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres types d'équipements qu'on peut évoquer pour expliquer dans les grandes lignes à quoi ça sert, quoi? C'est relativement simple, hein. On a un grand réacteur. L'outil de base étant le réacteur, Ouais. d'accord, qui peut être équipé justement d'une colonne pour faire une distillation, du reflux, etc. Il y a un filtre ou une essoreuse et puis un sécheur. Je dirais que de façon globale, c'est ce que l'on a. Après, on peut avoir du spécifique pour faire de l'hydrogénation, etc. Mais le système est toujours le même. Réacteur, équipé de colonnes ou pas, un système de filtration, une essoreuse et un sécheur. De façon globale, c'est le matériel qu'on utilise. Quand on en a vu un, on les a tous vus, hein. Ouais. Un réacteur. Oui, c'est le modèle du laboratoire en beaucoup plus Ouais. grand. Ça peut être du 3000 litres, ça peut être du 8000, du 10 000 et davantage. En Donc, gros, un de façon, réacteur, C'est une grosse cuve ouais, avec... c'est une grosse cuve fermée et à l'intérieur, vous allez contrôler la pression, la température, Système de les arrivées des rotation, matières, d'agitation aussi. agitation. ah oui, tout ça, ce sont des facteurs qui sont importants, hein, parce que l'agitation n'est pas anodine. Ouais. Vous pouvez, lorsque vous travaillez en milieu hétérogène, par exemple, lorsque vous faites une hydrogénation, si vous n'avez pas d'agitation, vous n'avez pas de réaction. Elle est simplement arrêtée. Vous agitez, vous avez votre réaction. Donc l'agitation est un facteur déterminant, hein. Il y a des gens, il y a des sociétés où ils sont des divisions qui s'occupent uniquement de la partie agitation pour le développement de leurs procédés, hein. D'accord. Ah Surtout oui. dans les grands groupes, oui. Donc, Donc, ça, c'est pour la partie chimie. Et pour la partie, je dirais, fermentation et autres, je laisserai plutôt Eric vous expliquer le matériel qui est utilisé. ah bah, oui, c'est intéressant ça, Eric. Est-ce qu'il y a des grandes différences ou est-ce que c'est à peu près aussi les mêmes types d'équipements et peut-être que les paramètres critiques sont pas les mêmes? Là, c'est plus la température, Non, il y comment a on fait pousser les bêtes, tout ça? oui, il y a une grande différence, hein, si vous voulez. La grande différence, c'est la stérilité, hein. C'est-à-dire que Eh oui. quand vous faites de la chimie, vous avez un bon agent stérilisant, c'est le solvant. En général, il n'y a pas grand-chose qui pousse dans un solvant. Oui. Quand vous mettez une bactérie dans l'eau,
si vous la mettez dans de l'eau qui n'est pas pure, la bactérie, même si elle est très compétitive, va se retrouver en compétition avec tous les autres et ne va pas pousser. Donc le principe premier de la fermentation, c'est déjà de partir d'un milieu qui est stérile, c'est-à-dire si on va partir alors c'est des très très gros réacteurs. Si vous faites de la fermentation, on parle de 100 à 200 mètres cubes, c'est-à-dire c'est des réacteurs qui font 20 mètres de haut, d'accord, qui ont en général une forme assez allongée. Pourquoi ils ont une forme assez allongée? Parce qu'il y a deux grands drivers à la culture microbienne. On va rester au niveau des bactéries. Il faut du sucre pour faire pousser leurs bactéries et il leur faut aussi de l'air. Et on va amener cet air par le fond. L'agitation va être comme l'heure. Là, c'est encore peut-être plus important qu'en chimie, mais c'est exactement le même problème que l'hydrogénation. On va faire un transfert gaz liquide. C'est-à-dire qu'on va injecter de l'air dans le réacteur. Monsieur Henry et sa constante va nous donner en fait la solubilité de l'air dans l'eau. Le droit et de la Henry, bactérie, oui, elle est 4 mg par litre, donc c'est pas beaucoup. Et à partir de là, ce qui va se passer, c'est que la bactérie va aller effectivement pomper l'air qui va être mis en solution dans l'eau et tout le travail va être en fait d'avoir des bulles très fines, d'avoir une bonne dispersion dans le réacteur pour que toutes les bactéries aient accès au sucre et à l'air. Et on aura préalablement stérilisé le milieu parce qu'il faut être sûr, quand on mettra notre bactérie, qui est une bactérie évidemment de compétition, qu'elle soit la seule espèce pour qu'elle puisse pousser dans de bonnes conditions. Donc stérilité, agitation, grosse cuve, parce qu'il faut être productif et c'est pas comme la chimie, on a des productivités beaucoup plus faibles. Donc air, stérilité et nutriments, je parle de sucre pour faire très simple, c'est ce qu'il faut pour faire de la fermentation. Une fois qu'on a obtenu nos mous de fermentation, donc on a quelque chose qui est une solution assez épaisse. Donc en général, ce qu'on fait, c'est très simple. On filtre pour éliminer la biomasse, qui sont les bactéries résiduelles. Donc déjà, on lisse les milieux, on va chauffer le milieu pour tuer les bactéries. Ensuite, on va filtrer. On va récupérer une solution et en général, cette solution, on va faire de l'extraction liquide-liquide, c'est-à-dire une solution d'eau que je vais extraire par des solvants. C'est très souvent de l'amibuc, de la méthylisobutylcétone. Ça peut être des solvants chlorés, dont on utilise de moins en moins de solvants chlorés. On va récupérer donc le produit en solution dans un solvant et puis par des jeux d'extraction, de cristallisation, on va le purifier. Donc on fait comme ça tous les grands antibiotiques, tous les grands précurseurs d'antibiotiques que vous connaissez. Les cet aminocéphalosporanique acide, c'est l'acide, je ne sais pas comment dire en français, l'acide céphalosporine. On a le même intermédiaire, c'est le 7-APA sur les pénicilliniques. On a l'érythromycine aussi, qui est un autre antibiotique pour accéder aux macrolides. En fait, pratiquement tous les antibiotiques sont faits par fermentation. Je pense que la grosse exception, c'est les fluoroquinolones, qui peuvent être faits aussi par synthèse, qu'on peut faire par fermentation, mais qu'on peut faire aussi par synthèse chimique. Donc, tous ces précurseurs d'antibiotiques sont faits par fermentation. Vous avez beaucoup de produits aujourd'hui aussi de nutrition qui sont faits aussi par fermentation. La vitamine B12 est un autre gros produit fait par fermentation. Et certaines alors, c'est des très gros volumes. On est sur des productivités qui peuvent être assez faibles, mais on a des productivités aussi aujourd'hui quand même très fortes. Quand on parle d'antibiotiques, on parle souvent quand même de plusieurs dizaines même de grammes par litre dizaines de grammes par litre d'antibiotiques. Donc, vous imaginez très vite, quand vous parlez d'un réacteur de 100 mètres cubes, vous avez une tonne de produits dedans. 100 mètres cubes. C'est important pour vous donner un petit peu quelques visions de ce qu'on peut produire. Mais donc un procédé très différent, une technologie qui est un petit peu différente, mais très rapidement au niveau de l'isolement, on va retomber, je pense, Kamel, sur les mêmes technologies qui sont d'extraction liquide-liquide, de la recristallisation, de la filtration, qui sont un petit peu ce que j'appellerais les opérations unitaires de génie chimique, en fait. Exact. Alors pour donner un ordre d'idée aussi pour les gens qui nous écoutent, qui font de la pharma, on parle de 100 mètres cubes de cubes, c'est-à-dire une cuve de 100 000 litres. Hein, Kamel, tu me dis si j'ai une bêtise. Là où quand on fait de la pharma en formulation, sur du stérile ou pas, mais quand on a des cuves qui font déjà 1000 litres, c'est énorme. Quand on fait une formulation de produits de pharmaceutique. Donc on est vraiment dans des échelles qui sont complètement disproportionnées par rapport à la pharma. Un fermenteur de 200 mètres cubes, c'est quelque chose qui fait 20 mètres de haut et qui fait quelques mètres de diamètre. Donc vous imaginez, c'est énorme. Donc il faut les installer avec des structures qui vont les supporter. Quand on parle d'agitation sur ces appareils-là, c'est carrément quelque chose qui est monté, c'est un moteur qui est monté sur un support qui va dégager des dizaines de kilowatts. Donc c'est des installations qui sont vraiment monstrueuses.
très consommatrice d'énergie. Donc effectivement, c'est quelque chose, la fermentation est un domaine qui est très très consommatrice d'énergie, ce qui est difficile aujourd'hui en fait, vous pouvez le comprendre. Bah Oui, oui. Enfin, c'est la compliqué sobriété, quoi. pour nous, producteurs, mais vu les quantités d'énergie qui peuvent être utilisées pour la production chimique, forcément, c'est encore plus impactant. Il y a Arnaud qui nous dit où mettons la limite entre un précurseur et un API. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question parce que nous, pour avoir fait par exemple de l'héparine, c'est la substance active, mais il peut y avoir la nandroparine, c'est la substance active, mais avec l'intestin de base du cochon, il peut y avoir des dizaines, des dizaines d'intermédiaires. C'est quoi la limite entre le précurseur et l'API? Je ne sais pas si vous avez la réponse, Kamel ou Eric. Non, l'API pour moi, c'est le produit fini, c'est celui qui est enregistré, c'est la substance active, et puis le précurseur, ça peut être, alors précurseur, c'est un terme, on parle plutôt d'intermédiaire en général, on préfère parler d'intermédiaire, donc on a les différents intermédiaires qui nous permettent d'aller jusqu'au produit fini. Parmi ces intermédiaires, il y en a un qui est important d'un point de vue réglementaire, c'est ce qu'on appelle le produit de départ ou le starting material en termes de réglementaire, c'est-à-dire c'est le produit sur lequel on va décrire la synthèse d'un point de vue réglementaire. Donc la particularité de ce produit-là, c'est qu'il va être complètement caractérisé en termes de pureté, d'impureté. On a généralement la liste de toutes les impuretés de ce produit-là. Et c'est ce qui permet, en général, d'être sûr, quand on engage ce produit avec la bonne qualité, d'arriver au bon produit à la fin. Donc, voilà. Donc, précurseur, ça peut être effectivement, je dirais, un des intermédiaires. Moi, j'aime bien parler effectivement d'intermédiaire clé ou de starting material, de produit de départ. Ouais. Voilà. Juste pour donner un petit peu la perspective, parce que effectivement, le côté réglementaire est très important aussi. Oui, parce que on parlait tout à l'heure de substances et de drug product, en gros, sans parler des sessions dans le dossier d'AMM, mais la partie 3.2S, qui est la partie substance qui est enregistrée, c'est vraiment l'API qui va rentrer dans le product qui est dans la 3.2P, en fait. Donc, c'est vraiment ce lien, tout ça. Et effectivement, les starting materials sont des fois aussi enregistrés. Alors, il y a des questions dans le chat qui sont encore plus subtiles, mais c'est est-ce qu'un API peut rentrer dans la composition d'un autre API? Peut-être que dans le cas des antibiotiques, comme on le disait, en fonction des familles, ça peut être le cas. Mais dans tous les cas, du coup, peut-être que des fois c'est un API, des fois c'est un intermédiaire, ça dépend de ce qu'on fabrique à la fin, finalement. Alors, on peut prendre un exemple, je l'ai cité, l'érythromycine. Aujourd'hui, l'érythromycine, il n'y a plus beaucoup de personnes qui se soignent avec de l'érythromycine, mais ça a été un antibiotique au départ. Et l'érythromycine est utilisée dans gérer la production de tous les macrolides. Hein. Oui. Donc, c'est l'azithromycine, que je vais en citer un, mais l'azithromycine, la roxythromycine, la clarithromycine, tous ces produits qui sont effectivement les produits de la vie de tous les jours, qui partent d'érythromycine. Et l'érythromycine est un produit dont on a encore, je pense, là vous êtes plus collé que moi parce que vous êtes dans le domaine de la pharma, mais je pense qu'il y a encore des esters et des sels d'érythromycine qui doivent être utilisés encore en formule injectable aujourd'hui. C'est possible, ouais. Les macrolides, notamment, c'est les antibiotiques des femmes enceintes. C'est les seuls que les femmes enceintes ont le droit de prendre des macrolides, parce que les autres, ça peut être compliqué. Mais oui. Alors, du coup, je vais essayer de faire une transition vers autre chose, et en lien avec une question de Nico Guému France, qui nous dit, du coup, quasi toutes les installations sont ATEX. Après, on parlera des opérateurs, on a parlé des machines qu'il faut pour fabriquer, il va falloir parler un peu des opérateurs, mais effectivement, une des contraintes aussi dont on n'a pas du tout parlé, on parlait des zones avec des températures, des pressions, des choses qui sont très maîtrisées. Effectivement, dans l'imaginaire collectif, il y a beaucoup de zones qui sont ATEX parce que les solvants, parce que des poudres, etc. Est-ce que vous nous éclairez là-dessus? C'est une des grosses contraintes de la chimie aussi. Il est clair qu'on utilise des solvants qui sont pour grande partie inflammables. On travaille justement avec des poudres qui elles-mêmes ont une énergie minimum d'inflammation telle qu'on peut être en atmosphère tout de suite assez rapidement explosive, etc. On se doit être dans un environnement ATEX, atmosphère explosive contrôlée. On utilise du matériel justement qui fait qu'on ne générera pas d'étincelles dans le milieu, y compris par exemple, il faut le savoir, y compris par exemple lorsque vous avez des sous-traitants qui viennent travailler en atelier, etc., leurs outils ne doivent pas donner des étincelles. Par exemple, on utilisera des matériaux type bronze qui ne donnent pas d'étincelles plutôt que du fer, par exemple, sur un marteau, des pics, des choses comme ça. Il faut le savoir. Ouais, Ce n'est pas simplement les matériels électriques, mais c'est aussi le matériel classique, un marteau. Il faut vachement contrôler du coup toutes ces interventions, tous ces prestataires d'intervention et un téléphone, des trucs comme ça, tout ce qui peut ramener des trucs tout bêtes. Tout ce qui peut donner de l'électricité statique, etc., tout cela étant contrôlé, bien sûr. Beaucoup de contraintes pour faire de la chimie quand même. Beaucoup de contraintes. Beaucoup de contraintes.
Du coup, j'ai une dernière question aussi, avant de passer encore une fois aux opérateurs et à tout le reste du contexte de la fabrication. On va parler un peu de contexte aussi européen, mondial, etc. Mais on parlait aussi, et dans notre teaser, on en parlait des unités par gravité. Est-ce que vous pouvez nous éclairer aussi sur le fait que dans notre imaginaire aussi, où classiquement les unités de fabrication de chimie sont souvent fabriquées de haut en bas ou dans leur design, on parle d'unités par gravité. Est-ce que c'est quelque chose qui est commun? Oui, en fait, la plupart des usines tentent d'être construites justement comme ça pour des raisons évidentes, hein. C'est que lorsque vous commencez justement par l'étage le plus haut et vous avez une réaction qui est multi-étape et vous avez besoin de plusieurs réacteurs. Le plus simple, c'est de commencer par le réacteur qui est le plus haut et à la fin de transférer donc après cette étape-là vers le réacteur suivant. Et le plus simple, c'est un simple écoulement sans utiliser de pompe ni quoi que ce soit. Donc la gravité est là évidemment à notre secours Mhm. pour essayer d'éviter justement d'utiliser des pompes. Maintenant, il existe aussi des ateliers qui sont faits justement tous au même niveau et là, pour passer d'un réacteur à un autre, vous allez utiliser justement des pompes. Mais Mhm. quand on peut ne pas les utiliser et qu'on a la chance d'avoir un bâtiment gravitaire, c'est quand même beaucoup plus intéressant Donc on pour le commence en chimiste. haut et on finit en bas, quoi, en gros. Oui, depuis l'eau, la synthèse, vous passez d'un réacteur à un autre. La centrifugeuse ou le filtre est situé encore plus bas. Ça peut être un filtre sécheur ou bien vous avez justement, vous êtes tout en bas, vous avez sorti justement le solide et vous l'envoyez en plus tard dans un bâtiment de séchage. Vous avez les deux cas de figure, séchage sur place avec un filtre lisseur, par exemple sécheur, ou bien l'envoyer sur un filtre lisseur et puis sortir le produit humide et l'envoyer dans un sécheur. Mais le système gravitaire est un système intéressant pour les chimistes. Mhm. Oui, bah Rick, de ton côté, c'est moins de contraintes. Non, non, sinon le transfert, comme dit le Camel, on peut le faire soit par pompe, soit par pression aussi. On peut mettre le réacteur sous azote. Là, vous avez bien conscience que tous nos réacteurs sont inertisés, hein, c'est-à-dire que dans la mesure où on utilise des solvants, dans la mesure où on utilise des réacteurs, des poudres explosives, tous nos réacteurs sont sous azote. Chose très importante aussi en sécurité, hein, vous savez, tout le monde a ses angoisses, tout le monde a ses peurs. La mienne, c'est l'azote. Hein, c'est-à-dire que l'azote, c'est l'ami en termes de sécurité, mais c'est l'ennemi en termes d'anoxie. Eh Oui, oui. pour C'est-à-dire les qu'il opérateurs. y a un élément très important, effectivement, les opérateurs sont équipés de détecteurs d'oxygène, hein, dans la mesure où on travaille dans des atmosphères fermées, où on a potentiellement des quantités d'azote qui est important. Je dirais que ce qui est un ami côté inertisation et sécurité peut être un ennemi et peut tuer quelqu'un en quelques secondes s'il y a Bien sûr, absence d'oxygène. Hein. Donc c'est des choses extrêmement importantes. Et c'est un phénomène de sécurité qui est important, qu'on appelle l'anoxie. Je crois qu'il y a eu à peu près autant d'accidents graves par anoxie dans le domaine de la chimie dans ces dernières années, pratiquement qu'on en a eu en termes par rapport à des explosions ou des phénomènes de ce type-là. Donc c'est quelque chose quand même très très important à tenir en compte. tout à fait. Non, mais c'est très bien parce qu'en plus, tu as répondu à la question de Nico Game France, hein, qui est en train de parler justement en pompe où on pousse à l'azote possible. Et effectivement, pour avoir un peu eu la pratique autour de cuves inerties à l'azote, effectivement, ça peut être extrêmement dangereux. Ouais, ça peut faire peur. Oui, Un ça, fond de c'est- cuve ou un fond de réacteur rempli d'azote, un opérateur dedans, il ne respire pas. Ouais. Et Ah ouais, Ça ne sent complètement. rien, c'est ça sent- assez ouais, rapide de vous ne le voyez tomber, hein. pas. Voilà. On peut vite tomber, effectivement.